C'était un puissant dragon démoniaque qui a accidentellement tué le héros, ruinant complètement ses propres plans. Pour se racheter, il a décidé d'élever le fils du héros dans l'espoir qu'un jour le garçon deviendrait assez fort pour se venger de lui. L'histoire commence lorsque le roi démon a voulu étendre son territoire et a lancé une invasion du royaume humain, plongeant le monde dans le chaos. En réponse, les dieux ont accordé 5 armes sacrées aux mortels, parmi lesquelles se trouvait l'épée sacrée, une arme divine qui choisissait son propre porteur. Celui qui était choisi devenait le héros, destiné à manier son pouvoir pour vaincre le roi démon et ses 4 gardiens. Le roi démon souhaitait affronter des adversaires dignes au sommet de sa puissance. C'est pourquoi il ordonna à ses gardiens de offrir leur vie au héros lorsque le moment serait venu, leur promettant de généreuses récompenses et des pensions confortables dans l'au-delà. L'idée lui plaisait beaucoup. En tant que premier gardien, il s'est posté à l'entrée du château du roi démon et a attendu avec enthousiasme, pendant des années, l'arrivée du héros afin que celui-ci vienne réclamer sa vie. Malheureusement, l'attente de l'épée était si ennuyeuse qu'il passait ses journées à lire des bandes dessinées et à commander à emporter. Puis un jour, le héros et son groupe sont finalement apparus à sa porte. Dès qu'il a vu l'épée sacrée, il a reconnu le héros et est immédiatement passé à l'action. Cependant, quelque chose lui a paru étrange. La formation du groupe était pleine de points faibles et leur défense semblait terrible. Leur charge initiale semblait suffisamment coordonnée pour le maintenir en alerte. Mais cette impression disparut rapidement. Il affronta le héros, s'attendant à un combat féroce. Au lieu de cela, il le vainquit d'un seul coup. L'épée sacrée s'envola des mains du héros et transperça le ninja, qui était caché près d'un arbre en utilisant le camouflage. Le ninja tenta de riposter en lançant une dague empoisonnée, mais il fut aveuglé par l'éclat de lumière du sort de soin du moine sans nom. En conséquence, la dague toucha le moine, le tuant sur le coup et le réduisant à un squelette. Tout allait mal. Complètement déconcerté, il finit par être tenu pour responsable du désastre. Les performances du Narakmata du ninja ne firent qu'empirer. Il retira l'épée sacrée de son propre corps et la lança de nouveau vers le héros. Malheureusement, le héros n'était pas prêt à l'attraper et la lame le trancha mortellement. Peu après, le ninja succomba à ses blessures et mourut lui aussi. Il ne put que contempler incrédule un tel niveau d'échec, tandis qu'il voyait ses rêves d'une retraite paisible s'effondrer sous ses yeux. Il secoua désespérément le corps du héros dans l'espoir qu'il se réveille. À ce moment-là, il comprit enfin pourquoi personne n'était jamais venu le défier auparavant. Ils étaient tous incroyablement faibles. La fille, la magicienne du groupe, s'était cachée après avoir lancé une boule de feu depuis sa cachette. Elle observa horrifiée comment ses compagnons incroyablement incompétents finissaient par s'éliminer entre eux sans que le dragon ait besoin d'intervenir. Sachant qu'elle n'avait aucune chance contre lui, elle tenta de partir discrètement. Cependant, elle marcha sur une branche et le craquement attira immédiatement l'attention du dragon. Lorsque elle l'a affronté, la fille était tellement terrifiée qu'elle lui a offert tout son argent et s'est même proposé de devenir sa servante. Mais elle n'avait aucune intention de permettre que la nouvelle de la mort du héros se répande. Si la vérité venait à éclater, il se pourrait qu'aucun futur challenger ne se présente à nouveau. Désespérée de sauver sa vie, la fille révéla qu'elle était enceinte, espérant qu'il lui pardonnerait pour le bien de son enfant à naître. En entendant cela, elle se souvint. Tien lui avait dit un jour qu'un guerrier pouvait être entraîné jusqu'à atteindre un niveau digne d'être choisi par l'épée sacrée. Soudainement inspiré, le dragon supplia la fille de lui permettre d'élever l'enfant. Tous deux finirent par négocier l'accord tout en partageant la pizza qu'il lui avait commandée plus tôt. Comme on pouvait s'y attendre, la fille se montra réticente à confier son fils à la créature responsable de la mort du héros. Mais il fut encore plus enthousiaste en apprenant que l'enfant à naître était le fils du héros, affirmant qu'il l'entraînerait lui-même et lui transmettrait toutes ses techniques. Personalmente, y le transmitiría todas sus técnicas. Après tout, elle était un maître lancier. Le dragon était convaincu qu'avec son entraînement, l'enfant à naître serait assez fort pour le vaincre un jour. Ainsi, la fille s'est vite rendu compte qu'il avait l'avantage dans la négociation et a manipulé elle pour qu'il signe un contrat de servitude qui lie un monstre. Elle était désormais sa maîtresse, assurant qu'il ne se retournerait pas contre elle. En échange, la fille lui permettrait d'aider à élever son enfant. Le dragon Hal ne s'en préoccupait pas tant qu'il pouvait former l'enfant à devenir un guerrier capable d'abréger sa vie. Une année passa, ils avaient loué une maison dans une forêt de montagne et le petit Dino était déjà né. Elle n'arrivait pas à croire que l'enfant ait 11 mois, il n'avait ni dents ni griffes. Le dragon en vint même à se demander s'il le nourrissait correctement. Ce qui le frustrait le plus, c'était de passer son temps à lui changer les couches au lieu de lui apprendre à se battre. Il savait que c'était nécessaire, alors il l'acceptait.
Il s'était même coupé les griffes là, pour éviter de blesser Dino. Pendant qu'il le nettoyait, il essayait de lui montrer quelques techniques de combat, mais l'enfant était bien plus intéressé par le jeu. La fille lui reprochait d'apprendre cela à un bébé, mais il ne supportait pas, car sa future retraite était sa priorité. La magicienne lui annonce que leurs finances sont compliquées et qu'ils devront travailler. Elle reproche aussi au dragon de trop dépenser en nourriture. Il considérait qu'il était à un niveau bien trop élevé pour effectuer des travaux insignifiants pour les humains. De plus, son contrat ne l'obligeait pas à gagner de l'argent. Quand il a protesté, la fille lui a ordonné de se calmer. Elle n'attendait pas vraiment qu'il trouve un emploi. Il devait juste s'occuper de Dino pendant qu'elle en chercherait un. Le lendemain, dès que la fille est sortie de la maison pour chercher du travail, il s'est enthousiasmé car il pouvait enfin commencer officiellement l'entraînement de l'enfant. Dino s'est réveillé et était prêt à commencer son programme d'entraînement personnalisé, soigneusement étudié par le dragon. Il a décidé de commencer par l'alimentation. Il a préparé beaucoup de bœuf rôti pour que le petit en profite. Après avoir goûté, il s'est réjoui de la protéine que l'enfant recevrait. Quand Dino a planté sa fourchette pour se servir, il a versé des larmes d'émotion. Il imaginait déjà le jour où ce garçon grandirait et le tuerait. Cependant, ses rêves se sont brisés lorsqu'il s'est souvenu que Dino n'avait même pas de dents pour mâcher la viande. Finalement, le dragon a décidé de suivre le plan alimentaire de la fille et de lui donner du lait en poudre. Pendant ce temps, la fille était en ville à la recherche d'un emploi. Sa première halte fut une guilde de mages. Bien qu'elle essayait de rester calme, elle était inquiète à l'idée qu'ils doivent s'occuper de Dino tous les jours si elle trouvait un travail. C'était la première fois qu'elle laissait le dragon et l'enfant seuls aussi longtemps. Elle essaya d'ignorer ses inquiétudes et se rendit à l'entretien. Cependant, la relation entre l'intervieweuse et son oiseau de compagnie lui rappela immédiatement son propre fils. Rien que de penser à Dino, l'anxiété l'envahit. Incapable de le supporter, elle sauta par la fenêtre, prise d'une impulsion presque obsessionnelle de rentrer chez elle. Après un moment, la fille parvint à se calmer et poursuivit sa recherche d'emploi. Son entretien suivant se déroula dans une autre guilde. En entrant dans le bureau du maître, elle le trouva préparant du café. Tout cela lui parut étrange car l'homme était beaucoup trop musclé pour être un mage. Soudain, le maître de la guilde brisa la tasse en utilisant trop de magie de renforcement physique, renversant le café chaud sur la fille. En observant ses énormes bras, elle se rappela immédiatement tous les souvenirs où le dragon avait perdu le contrôle de sa force et détruisait des objets. Elle paniqua en imaginant qu'un jour, il pourrait accidentellement écraser Dino. Alors elle s'enfuit de l'entretien. Une fois de plus, elle réussit à retrouver son calme et se dirigea vers sa dernière chance, la guilde du docteur Magus Cole. C'était le dernier endroit qui recrutait de nouveaux membres, alors elle était déterminée à obtenir le poste. La fille entra dans le bureau du maître de la guilde, José. La pièce était incroyablement éclairée parce que la lumière du soleil se reflétait sur sa tête. Chauve, elle perdit 10 points en prenant José pour un moine. Et tentant de se rattraper, elle lui dit que sa coiffure était géniale. José était connu comme le mage de sang-froid et il avait la réputation d'être un intervieweur impitoyable. C'était une tactique qu'il utilisait pour repérer les candidats faibles. Il pensait que son regard intimidant faisait perdre leur sang-froid aux candidats. Et comme la fille était trop nerveuse pour le regarder dans les yeux, il croyait que sa méthode marchait. Ce que la fille ne savait pas, c'est que la véritable raison était sa tête chauve et brillante. Elle était tellement brillante que le tournesol qu'il avait dans son bureau préférait s'orienter vers sa tête, plutôt que de regarder le soleil. José voulut savoir dans quel type de magie elle était la plus compétente. La fille sortit finalement de sa transe et répondit qu'il se spécialisait dans la magie curative. Cela réjouit le maître de la guilde, car il manquait de mages guérisseurs. Il lui demanda alors une démonstration. Il se fit une petite coupure au doigt et lui demanda de la soigner. La fille rassembla une quantité impressionnante d'énergie magique, mais le pollen des tournesols lui fit éternuer. Le sort qu'il connaissait partit dans la mauvaise direction et frappa directement la tête de José. À la surprise générale, ses cheveux repoussèrent instantanément. Le tournesol se tourna de nouveau vers la fenêtre. La fille s'excusa immédiatement, convaincue d'avoir raté l'épreuve. Pendant ce temps, il était déjà passé au chapitre suivant de son manuel d'entraînement. Obtenir de l'équipement de guerrier pour Dino. Il demanda à un commerçant de fabriquer une armure pour l'enfant. Cependant, après avoir testé sa résistance au feu et au choc, il conclut qu'elle était de trop mauvaise qualité et la jeta. Il décida d'en fabriquer une nouvelle avec ses propres écailles. Il se rappela que la fille insistait sur la protection constante de la peau délicate de Dino. Il enveloppa le petit dans une combinaison matelassée, puis lui mit l'armure. Ensuite, il fit une démonstration de combat pour que Dino observe. Le problème, c'est que la technique traversa le toit et laissa un énorme trou.
Il décida alors d'emmener l'enfant à l'extérieur et de lui montrer la technique de la lance du dragon ascendant. Dino voulut aussi essayer. Cependant, il réussit à peine à s'étirer pour attraper un de ses jouets et finit par tomber par terre. Il courut immédiatement pour l'aider. En le relevant, il remarqua une température corporelle anormalement élevée. Le dragon, n'ayant jamais été malade enfant, ignorait comment réagir. Il paniqua et courut vers la ville en criant pour demander de l'aide. Malheureusement, ses cris résonnèrent à travers toute la forêt et attirèrent l'attention de la grand-mère Helga, une chasseuse de démons de haut niveau. Il évita de justesse une flèche qu'elle lui lança. La vieille femme exigea qu'il lui donne l'enfant. Cependant, Helga comprit vite que le dragon protégeait le petit au lieu de l'enlever. Elle lui demanda alors de la suivre, affirmant qu'elle pouvait aider. La tension entre eux disparut instantanément. Une fois à la maison, Helga examina Dino avec attention. Après l'avoir examiné, elle découvrit que les symptômes étaient causés par une allergie au pollen. Pour le soulager, elle prépara une soupe de choux spéciale. Le lendemain, la fille faisait un rêve merveilleux. Dans ce rêve, Pose la suppliait de devenir une mage de combat et de prendre la tête de la guilde. Malheureusement, ce rêve prit fin lorsque le réveil sonna. Elle, frustrée, brisa le réveil d'un coup. Son cri fit presque trembler la maison. Elle avait fait la grasse matinée parce qu'elle était rentrée tard la veille. Il lui préparait le petit déjeuner tandis qu'elle se plaignait d'être en retard pour son premier jour de travail. Elle était aussi déçue parce qu'elle voulait que l'école la choisisse comme mage de bataille, car ses postes étaient bien mieux payés. Pendant un instant, elle envisagea de rester à la maison. Cependant, il avait besoin qu'elle sorte. Il voulait réparer le trou qu'il avait fait dans le toit sans qu'elle le découvre. Sa réparation improvisée s'effondra lorsque la fille frappa la table avec sa tasse. Malgré tout, il lui restait encore 15 minutes pour arriver au travail. C'est pourquoi il décida de l'emmener en volant. Avant cela, ils firent un arrêt chez Helga pour déposer Dino. La fille fut surprise de découvrir qu'il y avait une autre maison derrière la sienne. Mais elle fut encore plus horrifiée lorsqu'elle vit qu'il confiait son fils à une vieille femme inconnue. Le dragon la prit dans ses bras et s'envola dans les airs en lui promettant de tout lui expliquer pendant le trajet. Il lui raconta alors comment Helga avait diagnostiqué et soigné l'allergie au pollen de Dino. Finalement, il la rassura en lui assurant que son fils était entre de bonnes mains. Cela lui donna l'occasion d'apprécier la vue magnifique depuis une telle hauteur. La fille ne pouvait pas provoquer de tumulte en ville à cause de la présence du dragon. Alors il lança sur lui un sort d'invisibilité. Tout le monde pensait que la fille volait grâce à sa propre magie et ils furent impressionnés. Même le mage musclé regretta de ne pas avoir insisté davantage pour la recruter. La fille profita de toute l'attention et posa même pour les photos que les gens prenaient. Il la déposa sur la terrasse de la guilde. Elle vomit à cause du mal des transports, mais fit signe au dragon de partir avant qu'on ne le découvre. Elle espérait que personne ne remarque son léger retard. José s'en rendit compte, mais cela ne le dérangea pas. Selon lui, il était normal que la protagoniste fasse une grande entrée triomphale à la fin. Le maître de la guilde lui montra les installations tout en lui racontant l'histoire des 70 ans de calvitie de l'organisation. Le principal objectif de la guilde était de combattre les démons et de protéger l'humanité. Bien qu'ils vivaient en temps de paix, ils continuaient à s'entraîner avec dévouement. Ils ont même rendu visite à l'escadron d'élite des mages blancs, dont les immenses talents tenaient les forces obscures à distance. La fille fut impressionnée par leurs efforts. Cependant, José voulait encore lui montrer l'endroit où elle travaillerait vraiment. Après tout ce qu'elle venait de voir, il était convaincu que ce département deviendrait la section la plus importante de la guilde. La fille comprenait qu'elle devait beaucoup s'améliorer si elle voulait devenir une mage de combat professionnelle. Alors, le maître de la guilde l'a emmené au tout nouveau département spécial de soins. Il avait été fondé spécialement en tenant compte de ses compétences. Dès qu'elle est entrée et a vu une mère de tête brillante et chauve, elle a immédiatement compris quelle serait sa mission. Son travail consistait à leur redonner des cheveux. La fille travailla sans relâche et à la fin de la journée, elle avait réussi à rendre leur chevelure à toutes les personnes de la salle. Il se sentit heureux de voir que ses talents magiques aidaient autant de gens. Cependant, au fond de lui, il continuait à désirer être sur le front, à combattre les démons. À la maison, il avait déjà couché Dino et tout nettoyé après une dure journée d'entraînement. Sa journée terminée, la fille contempla le coucher du soleil. José la rejoignit sur le balcon portant 2 tasses de café, tandis qu'ils observaient l'horizon. La fille avoua qu'elle se sentait inférieure au mage de combat, mais le maître de la guilde pensait exactement le contraire. Pour lui, elle était la magicienne la plus impressionnante. Il montra des membres de la guilde et expliqua que retrouver leurs cheveux avait redonné confiance à beaucoup d'hommes. Il lui demanda ensuite de valoriser davantage la magie de guérison.
Ses paroles la réconfortèrent et l'encouragèrent. Malgré tout, la fille était très pragmatique lorsqu'il s'agissait d'argent. Alors, elle en profita pour mentionner toutes les heures supplémentaires qu'elle avait faites ce jour-là. Plus tard, elle rentra et trouva une table remplie de nourriture. Cependant, elle lui rappela qu'il devait économiser de l'argent. Alors, ils limitèrent leurs repas à un maximum de 3 par jour. Il insista pour que chacun de ces repas contienne des sources de protéines coûteuses. Comme on pouvait s'y attendre, il finit par se faire gronder. Pendant ce temps, lui et Helga ressentirent une présence sombre dans la forêt. Il se reconcentra sur le toit qu'il avait réparé en utilisant l'un de ses guides sur l'éducation des enfants. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette présence sombre appartenait à Bear, l'un de ses anciens compagnons qui avait réussi à le retrouver grâce au flair de son chien noir. Le lendemain, Helga partit à la chasse. Après une poursuite intense, elle réussit à abattre un tigre avec l'une de ses flèches. Alors qu'elle chargeait la proie sur le traîneau, Helga sentit une présence derrière elle. La vieille femme ramassa une branche par terre et la lança contre l'arbre, là où elle soupçonnait que quelqu'un l'observait. La branche traversa le tronc, laissant un énorme trou. Pourtant, rien ne bougea. Finalement, elle conclut que c'était probablement son imagination et continua à ramasser sa proie. Pendant ce temps, à la maison d'Helga, on commença à trouver des animaux abandonnés devant sa porte. N'étant pas du genre à refuser de la nourriture gratuite, il cuisinait et mangeait simplement la viande. Avec le temps, la quantité augmenta jusqu'à devenir excessive. Ils découvrirent la responsable en voyant Helga déposer le tigre chassé devant leur maison. La fille décida d'affronter la vieille femme car l'excès de nourriture commençait à bouleverser complètement sa routine. Cependant, tout son courage disparut lorsqu'il arriva chez la voisine et que ce fut Helga elle-même qui ouvrit la porte. La magicienne devint si nerveuse que le couteau de boucher qu'elle avait emporté pour se sentir en sécurité lui échappa des mains. Elle paniqua en pensant que la vieille femme prendrait cela pour une menace. À sa grande surprise, Helga l'invita simplement à entrer. La fille s'assit et elle était tellement nerveuse qu'elle lut pratiquement un discours préparé où elle exprima ses inquiétudes, la remercia pour toute la viande, puis tenta de partir le plus vite possible. Mais Helga ne la laissa pas partir. La vieille femme voulait voir Dino. Quand ils amenèrent le petit, Helga se montra ravie. Elle passa son temps à jouer avec lui et semblait apprécier chaque seconde. Dino s'attacha aussi rapidement à elle. L'atmosphère chaleureuse et accueillante de la maison fit que la fille commença à se sentir somnolente. Entre le confort de l'endroit et la fatigue accumulée par tant de travail, elle s'endormit en quelques minutes. Lorsqu'elle se réveilla, elle était allongée sur un canapé, une couverture sur elle. À ses côtés, une tasse de thé chaud et des biscuits lui rappelaient la première rencontre avec son père adoptif qui lui avait aussi offert du thé. Ses souvenirs furent interrompus lorsqu'Helga revint, portant Dino profondément endormi. Les vêtements étranges et amusants que Dino portait montraient clairement ses efforts pour divertir. La fille observa ensuite une photo au mur. Sur la photo, Helga était avec une jeune femme que la vieille dame présenta comme sa fille. La fille supposa qu'elle était morte et en déduisit aussitôt autre chose. Il pensa que toute la viande qu'Helga avait laissée devant sa porte n'était pas vraiment destinée à Dino, mais à elle. Il crut que la vieille femme voyait en elle un reflet de sa fille. Et en partie, il avait raison. Ce que la fille ignorait, c'est qu'Helga avait aussi entendu ses plaintes sur leurs problèmes de nourriture et avait choisi de les aider à sa manière. À ce moment-là, Dino se réveilla et commença à chercher sa mère. Helga le remit affectueusement à la fille. Pendant ce temps, No s'inquiéta car la fille et Dino étaient absents depuis trop longtemps. Il alla directement chez Helga. Il entra si brusquement qu'il finit par casser la porte. Dès son arrivée, il commença à gronder la fille pour avoir gardé l'enfant éveillé aussi tard. Selon lui, cela pouvait nuire à la croissance de Dino. La fille lui donna un coup de poing dans l'estomac pour avoir cassé la porte de la vieille dame. Ensuite, il s'excusa en son nom et assura à Helga qu'il s'occuperait de la réparer. En observant leur interaction, Helga put se rendre compte qu'ils s'entendaient plutôt bien. La vieille dame se présenta et leur dit qu'il pouvait emmener Dino jouer quand il voulait. Avant de partir, la fille lui présenta ses condoléances pour ce qu'elle croyait être la perte de sa fille. Cependant, Helga précisa que sa fille vivait toujours. Elle expliqua que le père de la fillette était venu la chercher parce qu'elle n'était pas apte pour le programme d'entraînement exigeant des chasseurs de démons. La fille se sentit gênée de ces conclusions hâtives. Helga leur proposa encore de la viande, mais ils refusèrent poliment, ayant assez à manger chez eux. Après avoir dit au revoir, la fille retourna rapidement se reposer. Lui, en revanche, dut rester en arrière pour réparer la porte. Pendant qu'il travaillait, Helga dit qu'elle savait qu'il avait aussi perçu la sombre présence qui rôdait récemment dans la forêt. C'est pourquoi elle lui conseilla, lorsqu'il rentrerait chez lui, de bien fermer les portes et de garder tous les rideaux tirés. Cela le mit en alerte. En pensant que la fille et Dino étaient seuls à la maison, il termina la réparation à toute vitesse et repartit en courant. Malheureusement, il arriva trop tard. Berthe était déjà à l'intérieur de la maison lorsque la fille et Dino sont rentrés. En le voyant,
la fille adopta immédiatement une posture défensive. Il se souvint qu'il avait appris la magie précisément pour protéger sa famille, tout comme l'avait fait son père adoptif. L'énergie sombre qui émanait de Bear était terrifiante. De plus, il soupçonnait qu'il était venu pour Dino. D'un claquement de doigts, le squelette alluma les lumières de la maison. En observant la fille, il remarqua qu'elle était une magicienne talentueuse grâce à sa grande puissance magique. Bien qu'elle se soit sentie légèrement flattée par le compliment d'un démon, elle essaya de ne pas baisser sa garde au cas où il s'agirait d'une tactique pour la distraire. Bear remarqua qu'elle était inquiète pour Dino, qui avait commencé à pleurer. C'est pourquoi il lui permit de coucher l'enfant avant de poursuivre la conversation. La fille accepta et lui demanda d'attendre. Cependant, installer Dino prit plus de temps que prévu. Bear commença à s'impatienter lorsque le petit finit enfin par s'endormir. Le squelette les transporta dans une zone de la forêt. En réalité, la fille avait délibérément provoqué cette situation. Elle voulait qu'il dépense du mana avant le combat. Sans attendre, elle lança un puissant sort explosif que Bear bloqua facilement. Elle continua d'attaquer sans relâche. Les explosions illuminèrent toute la forêt. Leurs effets étaient si visibles que lorsqu'il arriva à la maison, il les vit de loin. À cause de la distance, il pensa qu'il s'agissait simplement de feux d'artifice. Pendant ce temps, Bear continuait d'essayer de convaincre la fille de se calmer et d'écouter ce qu'il avait à dire. Mais elle était déjà complètement passée en mode combat. Avec un sourire plein d'enthousiasme, elle lança un sort explosif encore plus puissant. Bear fut impressionné par l'ampleur de sa magie. Malgré tout, il neutralisa à nouveau l'attaque sans le moindre effort. La fille n'en revenait pas. Il ne comprenait pas non plus pourquoi le squelette était autant préoccupé par la fatigue causée par l'usage excessif de magie. Il ne comprenait pas non plus pourquoi il lui faisait remarquer que son dernier sort aurait pu détruire une grande partie de la forêt. Finalement, il se rendit compte de quelque chose d'inquiétant. Il n'avait plus de mana. Il essaya de l'appeler à l'aide, mais il se rappela alors qu'il avait déjà utilisé les 3 ordres quotidiens autorisés par le contrat qui maintenait le dragon soumis. Une fois calmé, Bear se présenta officiellement. Il révéla être l'un des 4 gardiens du roi démon, venu ici pour une seule raison, le chercher. Lorsque la fille confirma que Berthe n'avait pas l'intention de faire du mal à l'enfant, tout le monde retourna à la maison pour discuter. Il jouait avec Noir, le chien de Bear, et défendait l'honnêteté du squelette, estimant que quelqu'un qui soigne autant son animal ne peut pas être mauvais. Lors de la conversation, Berthe expliqua que sa mission de gardien était de trouver des candidats dignes pour affronter le roi démon. Pour y parvenir, il avait investi toutes ses économies et plus de 100 ans de travail dans la création de l'outil de détection le plus puissant du monde. C'était un dispositif tellement avancé qu'il pouvait analyser chaque personne de la planète et déterminer son potentiel. Cependant, cette œuvre fut perdue dans un accident. Le roi démon, souhaitant le récompenser pour son travail, décida de lui offrir une nouvelle maison. Cependant, Berbro fut détruit pendant la construction. En conséquence, Berthe était ruiné et sans abri. Il était venu pour demander un logement, mais le dragon rappela qu'il n'était même pas propriétaire de la maison et vivait aussi chez la fille. Berthe tourna alors son attention vers le véritable soutien financier de son foyer. Il la complimenta pour ses compétences et lui demanda la permission de rester quelque temps. Il proposa même de s'occuper de toutes les tâches ménagères. La fille adorait cette idée. Pendant qu'il discutait, il aperçut l'arme sacrée et resta complètement stupéfait. Sa stupéfaction fut encore plus grande lorsqu'il découvrit qu'il pouvait la tenir. Les démons ne devraient même pas être capables de toucher une telle relique. Il expliqua que l'épée était déchargée. Apparemment, l'épée sacrée fonctionnait avec une pierre d'énergie spéciale qui servait à la recharger. Cette pierre pouvait même se transformer en porte-clés pour la transporter facilement. La fille n'arrivait pas à croire que le héros défunt n'ait jamais su quelque chose d'aussi basique sur sa propre arme. Alors, Bear demanda où se trouvait le héros. En observant les expressions de tout le monde, il commença à soupçonner la vérité. Il confirma bientôt ses pires craintes. Le héros était mort. Cette nouvelle le dévasta. Il avait passé un siècle entier à le chercher. 100 ans d'efforts avaient été gaspillés. Essayant de l'encourager, il présenta Dino comme le prochain candidat. Après tout, c'était le fils du héros. Le dragon était convaincu qu'avec un entraînement approprié, l'épée sacrée l'accepterait comme son nouveau porteur. Bear, cependant, exprima une inquiétude raisonnable. Le roi démon pouvait ressusciter complètement tant que Dino était encore un enfant. Et un enfant n'aurait jamais de chance contre une entité aussi ancienne et puissante. Il ne partageait pas cet avis. Il croyait que la différence d'âge n'importait pas tant que l'entraînement était suffisamment rigoureux. Bear et la fille s'opposèrent tous deux à cette idée. Après avoir rencontré plusieurs gardiens démoniaques, la fille était arrivée à la conclusion que le conflit entre démons et humains pouvait peut-être se résoudre par le dialogue avec le roi démon. Il restait convaincu que Dino deviendrait un grand guerrier en grandissant. Cela finit par irriter la fille. Elle savait parfaitement que tout ce plan n'avait qu'un seul but. Il voulait juste s'assurer une mort honorable pour profiter de sa retraite idéale.
Comme Berthe voulait rester à la maison, le dragon décida de soutenir la position de la fille. Il proposa aussi d'aider à l'entraînement de Dino, se rappelant que le roi démon lui avait promis de lui rendre ses souvenirs passés s'il trouvait le guerrier destiné. Avant de devenir un lich, il avait eu une autre existence, mais il n'en gardait plus aucun souvenir. C'est pourquoi il était tellement obsédé par l'accomplissement de sa mission. À partir de ce moment-là, Ber devint officiellement le nouveau domestique de la maison. Bien qu'il ne soit pas entièrement satisfait, cela le gênait que Ber dorme pendant qu'il faisait la plupart du travail, alors qu'ils avaient convenu de partager les tâches à égalité. La situation empirait chaque fois qu'il observait Dino. Il avait beau essayer de se convaincre, le petit ne semblait pas vraiment être quelqu'un destiné à vaincre le roi démon. Mais Berthe avait ses propres raisons de continuer. Plus que vaincre le roi démon ou sauver l'humanité, il ne désirait qu'une chose: retrouver ses souvenirs perdus. Pendant que Berthe était plongé dans ses pensées, la fille passa devant lui et se dirigea vers la porte où se trouvait Helga. La vieille chasseuse de démons voulait savoir pourquoi un lich vivait avec eux. Lorsque la fille était sur le point de le présenter officiellement, Ber réagit immédiatement et sauta par la fenêtre la plus proche pour se cacher. C'est alors qu'on découvrit qu'il était la mystérieuse présence que Helga avait détectée plus tôt dans la forêt. Il s'était en réalité caché derrière l'arbre où elle avait lancé cette branche qui traversa le tronc. La démonstration de puissance de Helga avait été si terrifiante que Ber conclut que cette maison n'était pas un endroit sûr pour lui. C'est pourquoi il décida de partir et de poursuivre sa recherche de quelqu'un digne de devenir le prochain héros. Utilisant la téléportation, il arriva en ville et adopta une apparence humaine. Sa première étape fut la guilde des aventuriers. Il voulait trouver quelqu'un d'assez fort pour vaincre le roi démon. Il trouva sa demande amusante. Après tout, il vivait à une époque de paix et pratiquement personne n'avait besoin de héros ni de guerriers légendaires. Cependant, l'attitude de l'employé changea lorsque Ber lança un sac rempli de pièces sur le comptoir. L'homme lui montra un registre avec plusieurs candidats prometteurs et il expliqua les compétences de chacun. Berthe fut intéressée et demanda à les rencontrer. Mais lorsque le réceptionniste examina les pièces de plus près, il découvrit qu'il s'agissait de pièces extrêmement anciennes et sans valeur commerciale actuelle. Agacé par cette perte de temps, il expulsa le lich de la guilde. Heureusement, Berthe avait déjà copié toutes les descriptions importantes. Le premier candidat était un épéiste invaincu. Comme toujours, il acceptait des défis. Le trouver ne fut pas difficile. Bientôt, une foule se rassembla pour observer le combat. Le challenger lança son attaque. Cependant, l'épée fut arrêtée par la poitrine même du champion d'un simple mouvement de doigt. L'épéiste désarma son adversaire. La vibration générée par l'impact fut si forte que le challenger tomba inconscient. Les admiratrices présentes éclatèrent en applaudissements et en cris d'excitation. L'épéiste commença à poser pour les photos et à se comporter comme une célébrité de cirque. Il ne fut pas impressionné par ce spectacle. Il l'écarta immédiatement comme candidat. Ensuite, il se dirigea pour observer deux célèbres jumelles magiciennes pendant leur entraînement. À première vue, elles semblaient posséder d'énormes réserves d'énergie magique. Cependant, leur capacité destructrice s'avéra décevante. Il les écarta donc également. Son dernier espoir était un guerrier qui suivait un entraînement extrêmement avancé. Contrairement au précédent, cet homme possédait de nombreuses caractéristiques idéales pour devenir un héros. Ber était tellement enthousiasmé qu'il en devint son admirateur numéro 1. Le guerrier, s'apercevant qu'il était observé, ordonna de sortir de sa cachette et en profita pour tester sa personnalité en feignant l'enthousiasme d'un fan. L'homme refusa immédiatement l'attention, mais il s'évanouit ensuite à cause du stress. Il s'est avéré qu'il était trop timide. Ber en fut dévasté. Il pensait qu'il était impossible de trouver un adversaire pour le roi démon, jusqu'à ce qu'il se rappelle l'expérience où Helga avait presque causé sa mort dans la forêt, ce qui lui fit réaliser quelque chose. Peut-être que Helga était la candidate parfaite. Il décida de la suivre pendant qu'elle patrouillait dans la zone. Au cours de la ronde, Ber la vit enterrer des restes de démons morts il y a de nombreuses années. Intrigué, il décida de l'aider. C'est alors que Helga lui raconta l'histoire de cet endroit. Autrefois, c'était un établissement où les succubes et les humains vivaient ensemble en paix. Malheureusement, tout a été détruit lorsque le plan maléfique de quelqu'un a réussi. Berthe avait du mal à croire que humains et démons puissent vivre en harmonie. Helga montra alors l'exemple le plus évident. Lui, la fille et Dino. Une famille composée de membres des deux races qui commençaient à vivre ensemble sous le même toit. Les paroles de la vieille femme touchèrent profondément Lich. Convaincu d'avoir trouvé la bonne personne, il la supplia d'affronter le roi démon lorsqu'il ressusciterait. Helga refusa la proposition. Elle lui expliqua qu'il devait chercher quelqu'un d'autre car elle ne possédait pas ce facteur spécial qu'un véritable héros devait avoir. Pendant ce temps, à la maison, il était furieux. Ber avait disparu et toutes les tâches ménagères étaient retombées sur lui. De plus, la saison des pluies était arrivée de plein fouet.
Le toit de la maison avait tellement de fuites que, selon lui, il laissait passer plus d'informations qu'un espion infiltré. La fille s'est consacrée à sécher toutes les affaires qui avaient été mouillées. En aidant, il a trouvé une photographie de la fille avec son père adoptif. En la voyant, il a ressenti de la curiosité pour en savoir plus sur l'homme qu'il avait élevé. Il était confus, alors la fille lui a expliqué que l'homme avait refusé l'adoption. En l'écoutant, le dragon s'est rendu compte que sa situation avec Dino était assez similaire. En fait, il a commencé à y réfléchir attentivement. En l'écoutant, le dragon réalisa que sa relation avec Dino était similaire. L'homme pensa que l'enfant devrait l'appeler papa, mais la fille n'était pas convaincue. Soudain, quelqu'un frappa à la porte. En ouvrant la porte, il tomba sur un démon grenouille nommé Karl. Dès l'instant où il s'est présenté, il a senti quelque chose de familier chez lui. Il était apparu après avoir entendu le vacarme et il fut complètement surpris. Karl était son père. Ils l'ont invité à entrer et à peine lui a-t-on prêté attention. L'homme l'avait rejeté quand il était bébé. Il était venu lui apporter une partie de sa récolte de patates douces. L'homme en a aussi profité pour se plaindre un peu parce que son fils avait déménagé sans lui dire quelle était sa nouvelle adresse. Karl avait réussi à le retrouver grâce à sa chienne Alba. Elle avait annoncé la nouvelle aux animaux du quartier et Noir avait répondu. Mais lui, toujours amoureux d'Alba, ne recevait aucun intérêt en retour. Karl, lui, était heureux que son fils ait fondé une famille. Il a même félicité la fille pour tout ce qu'il avait fait pour la maison. La magicienne a dû lui expliquer poliment qu'il avait mal compris la situation. Cependant, il s'est vexé. Il n'a pas aimé que son père attribue tout le mérite à la fille, alors que lui aussi travaillait dur à la maison. C'est pourquoi il a invité Karl à rester quelques jours pour qu'il puisse voir personnellement à quel point il aidait. Karl a accepté avec plaisir. De plus, cela lui a refusé l'occasion de transmettre une tradition familiale sur la façon de devenir un bon père. Le vieil homme était enthousiaste à l'idée d'enseigner, et il était tout aussi enthousiaste à l'idée de refuser. La première leçon était simple, un bon père devait s'assurer que sa famille ait des conditions de vie adéquates. Il a emmené Karl inspecter la maison. La principale préoccupation était le toit, qui continuait à avoir des problèmes à cause des pluies. Le lendemain, le temps a attiré l'attention et il s'est mis au travail. Helga lui a fourni le bois nécessaire pour les réparations. Karl a observé l'état du toit et a commenté que ce travail aurait dû être fait avant le début de la saison des pluies. Bien sûr, tout le monde avait une excuse pour ne pas aider. Alors ils se sont assis pour se reposer pendant qu'ils le regardaient démolir le vieux toit et en construire un nouveau tout seul. Malgré tout, Karl était un peu inquiet. Il sentait que son fils devenait trop domestiqué par rapport à ses féroces ancêtres. Luffy n'était pas d'accord, il lui assura qu'il restait aussi sauvage qu'avant. Par exemple, il utilisait sa force absurde pour déplacer tous les meubles lorsqu'il nettoyait la maison. Karl pensait qu'un dragon devrait se consacrer à des tâches plus difficiles, comme chasser, abattre des arbres ou subvenir aux besoins de la famille. La Luffy lui rappela que son travail de guérisseuse était très bien payé et qu'il n'était pas trop épuisant. De plus, Helga gérait la chasse et l'abattage des arbres car ils passaient surtout leur temps en forêt. Il fit également remarquer à quel point Dino l'adorait grâce aux soins qu'il lui prodiguait chaque jour. Ver confirma entièrement ses propos, ajoutant que ces derniers temps, c'était le dragon qui effectuait la majeure partie des tâches ménagères. À ce moment, il interrompit la conversation pour annoncer qu'il avait fini le nouveau toit, ne restait plus qu'à le peindre. Impressionnés par le résultat, tous l'aidèrent à appliquer la couche finale de peinture. À la fin de la journée, Karl avait déjà tout vu ce dont il avait besoin. Il donna officiellement son approbation. Cependant, il devait rentrer chez lui car il ne voulait pas manquer le voyage annuel en voiture des anciens du clan Dragon. Pendant ce temps, Noir continuait d'essayer de conquérir Alba, mais sans aucun succès. Plus tard, cette même nuit, il s'est remis à pleuvoir, mais cette fois, il n'y eut pas une seule fuite. Alors qu'il écoutait la pluie tomber sur le nouveau toit, Luffy commença à se demander s'il pouvait le considérer comme faisant partie de sa famille. Et puis, quelque chose d'inattendu se produisit. Un jour, tous les habitants de la maison se sont réunis autour de Dino. Ils étaient confus. Ils étaient convaincus d'avoir entendu le petit prononcer un mot pour la première fois. « Papa », sembla dire Dino. Le petit ne répéta pas un mot, alors tout le monde reprit ses activités. Cependant, peu après, il émit un autre son. Les trois adultes se sont retournés en même temps, complètement surpris. Il s'est précipité vers Dino, convaincu que l'enfant venait de l'appeler papa. Luffy, au contraire, n'était pas du tout convaincu. Pour elle, son fils faisait simplement des bruits au hasard. De plus, elle profita de l'occasion pour mettre quelque chose au clair. Dino ne deviendrait pas un guerrier. Il grandirait et vivrait comme un citoyen ordinaire. Il lui rappela immédiatement le contrat qu'ils avaient signé, qui lui permettait de l'élever pour en faire le prochain héros. Mais Luffy lui répondit que l'accord stipulait aussi qu'elle aurait le dernier mot sur l'avenir de son fils. Bear observa la discussion et en tira immédiatement une conclusion. Il avait été complètement dupé lors de cette négociation.
À ce moment-là, Helga apparut. La vieille femme intervint pour leur rappeler qu'au final, la décision reviendrait à Dino lui-même lorsqu'il serait plus âgé. Elle mentionna ensuite une ancienne tradition de son royaume. Lors du premier anniversaire d'un enfant, une cérémonie spéciale avait lieu. On plaçait différents objets devant le petit et on observait lequel il choisissait. Selon la croyance populaire, ce choix révélait ses talents et intérêts naturels. Ensuite, les parents devaient l'aider à développer ses aptitudes. Comme l'anniversaire de Dino approchait, Helga proposa qu'il participe à la tradition. Après avoir expliqué le rituel, elle demanda aux autres ce qu'ils avaient choisi lorsqu'ils étaient enfants. Il ne put pas répondre. Sa culture ne faisait rien de tel, Ber non plus ne savait pas. Elle avait perdu tous ses souvenirs et Luffy n'avait jamais eu l'occasion de participer parce qu'elle avait grandi orpheline. Plus tard, en allant au travail, Luffy marchait le moral à zéro. Elle sentait qu'elle ne pouvait pas consacrer à son fils tout le temps qu'elle désirait. Elle s'énervait aussi chaque fois qu'elle pensait que les premiers mots de Dino pourraient ne pas être « maman ». Et pire encore, elle imaginait qu'il l'influencerait pour en faire un guerrier. Ses pensées furent interrompues lorsqu'il entendit plusieurs femmes discuter dans la rue. Elle commentait les rumeurs concernant la défaite du héros et de son groupe aux mains des forces du roi démon. Beaucoup de gens commençaient à se demander si cela signifiait la fin de l'ère de paix. Je l'ai vue complètement frustrée. Elle a juste poussé un cri. À son arrivée au travail, il rendait toujours leurs cheveux à ses patients, mais tellement bouleversé qu'il effectuait les traitements avec un regard inquiétant. Son dernier patient de la journée est reparti assez effrayé. Pendant ce temps, José guidait plusieurs maîtres de la guilde en visite à travers les installations. Fier, il présenta la fille comme directrice du département spécial des soins. Mais en la voyant, il remarqua qu'elle avait un problème et chercha à comprendre pourquoi. Après avoir entendu son histoire, les maîtres de la guilde donnèrent leurs avis, expliquant que l'éducation d'un enfant ne dépendait pas seulement de la famille. Les personnes qui l'entouraient jouaient également un rôle important. Les interactions avec des amis, des voisins et d'autres adultes aidaient à développer des compétences sociales. José eut alors une idée. Il suggéra d'organiser une fête d'anniversaire pour Dino. Ce serait une excellente occasion d'élargir son cercle social dès le plus jeune âge. Les autres maîtres de la guilde furent d'accord. Ils firent même en sorte que la fille soit fière d'elle-même pour se soucier autant de l'avenir de son fils. Peu à peu, la conversation se concentra sur l'organisation de la fête parfaite. Leur souhait principal pour la fête était de nombreux invités, une tenue neuve pour l'enfant dont c'est l'anniversaire et beaucoup de bonne nourriture. La fille nota soigneusement. Pendant un instant, elle commença à se sentir beaucoup mieux, mais tout ce bien-être disparut lorsque José fit remarquer, comme si de rien n'était, que les premiers mots de sa propre fille avaient été « papa ». Cette révélation fut dévastatrice pour elle. Une scène terrifiante apparut dans son imagination. Dino l'abandonnant pour partir avec lui et affronter le roi démon comme un grand héros. La fille n'était pas prête à laisser cela arriver. C'est pourquoi elle annonça à son patron qu'à partir de ce moment-là, elle ne travaillerait qu'à mi-temps. Bien sûr, elle espérait continuer à recevoir un salaire à temps plein. Pendant ce temps, lui et Ber étaient enthousiastes. Tous deux imaginaient qu'ils pouvaient atteindre leurs objectifs respectifs grâce à la fille et Dino. Cependant, leurs plans furent interrompus lorsque la fille revint chargée d'une énorme quantité d'articles coûteux pour l'anniversaire de Dino. Tous les trois commencèrent à décorer la maison et à préparer l'espace extérieur où la fête aurait lieu. Lui et Ber protestèrent en découvrant que la fille refusait de les inviter officiellement à l'événement. Beaucoup de ses connaissances humaines allaient venir et elle redoutait que la relation complexe entre humains et démons pose problème. Pour résoudre ce problème, Bert utilisa sa magie et leur donna une apparence humaine. La fille fut assez surprise de voir à quel point ils avaient une bonne allure. Ils ressemblaient à des personnes tout à fait normales et très présentables. Plus tard, Dino essaya ses vêtements d'anniversaire. Cependant, le petit se sentit mal à l'aise avec le nœud papillon. Il insista pour qu'on la lui enlève. Pour lui, le confort de l'enfant était bien plus important que l'apparence. Cela déclencha une vive dispute entre lui et la fille. Face à la situation, Bert décida d'emmener Dino se promener et de le divertir pendant que ceux qui s'occupèrent de lui réglèrent leurs problèmes. Finalement, le jour tant attendu du premier anniversaire de Dino arriva. Tout était prêt. La fille était satisfaite de la décoration et de l'aspect général de la fête. Mais Bert fit remarquer un problème évident. Aucun invité n'était arrivé. La raison était simple. À l'extérieur, une forte tempête faisait rage. La fille essaya de rester optimiste. Elle était convaincue que les invités viendraient, car elle avait érigé une barrière magique autour de la maison pour la protéger de la pluie. Pendant qu'elle attendait, elle se souvint des anniversaires solitaires qu'elle avait eus dans son enfance. Elle ne voulait pas que son fils ressente la même tristesse. La frustration finit par la submerger. Elle commença à déverser sa colère sur lui et lui ordonna d'enlever toutes les décorations, convaincue que personne ne viendrait. Dino se mit à pleurer en sentant la tension dans l'air. Mais alors, quelque chose d'inattendu se produisit.
José apparut soudainement à travers un portail. Ver fut impressionné. Après tout, la magie de téléportation était extrêmement avancée. José répondit avec fierté qu'il était l'un des mages les plus puissants du royaume. La réalité était bien moins spectaculaire. En fait, il ne maîtrisait pas la magie de transport. Quand il avait choisi de rester à la maison à cause du mauvais temps, Helga lui avait tiré une flèche avec un parchemin de téléportation. Grâce à cet objet, il put arriver directement à la fête. La fille lui offrit une chaise et lui servit une tasse de thé pendant qu'ils attendaient les autres invités. Peu de temps après, d'autres personnes commencèrent à arriver. Les autres maîtres de la guilde purent assister grâce à la nouvelle route en béton construite récemment. Apparemment, Helga avait travaillé sans relâche pour s'assurer que tout le monde puisse arriver. Le mage musclé était ravi de Dino et ne cessait de dire à quel point il était adorable. En peu de temps, la fête s'est remplie de monde. La maison était pleine d'invités venus célébrer le premier anniversaire de l'enfant. Pendant la fête, José l'a confondu avec le mari de la fille. Elle s'est empressée de le corriger. Ensuite, elle a officiellement présenté Ver et lui comme ses assistants. Vint alors le moment de la cérémonie traditionnelle. Dino fut placé devant une table remplie de différents objets. José et plusieurs invités ajoutèrent encore quelques articles. Cependant, il y avait trop de choses. Le petit se sentit dépassé. Finalement, il éclata en sanglots. Il réagit immédiatement, prit Dino dans ses bras, l'éloigna de toute cette pression et l'emmena se reposer. Une fois à l'intérieur de la maison, lui et Ver retrouvèrent leur véritable forme. En regardant l'enfant dormir, Ver dit que le premier anniversaire était surtout une fête pour les adultes. Il ne comprit pas sa remarque. Alors, la liche lui expliqua que les êtres humains avaient besoin de compagnie et de liens sociaux pour se sentir heureux. Il fit également remarquer que s'il voulait vraiment entraîner Dino à l'avenir, il devrait d'abord apprendre à mieux comprendre les gens. Pendant ce temps, la fête à l'extérieur toucha à sa fin. Les derniers à partir furent les maîtres de la guilde. Tous se sentaient coupables d'avoir contribué à ce que Dino se sente aussi dépassé. La fille leur assura que ce n'était pas de leur faute. Au contraire, il les remercia sincèrement d'être venus. De plus, lorsque les derniers invités partirent, la barrière magique disparut. Alors de toute la tension accumulée pendant la journée s'abattit soudainement sur la fille. Il posa sa tête sur l'épaule de Helga et éclata en sanglots. La vieille femme l'écouta patiemment avant de lui donner un conseil. Les parents font souvent des erreurs. Ils échouent souvent justement parce qu'ils essaient de tout rendre parfait. La vieille femme lui affirma qu'elle était une bonne mère car elle aimait son fils et faisait du bon travail. Selon Helga, c'était précisément la raison pour laquelle tant de personnes étaient venues célébrer l'anniversaire de Dino. Tout le monde voulait soutenir le petit parce qu'ils appréciaient les efforts que la fille mettait à l'élever. Ces paroles aidèrent la jeune fille à se calmer. Plus tard, elle le chercha pour s'excuser. Elle admit avoir été grossière avec lui et avoir négligé les sentiments de Dino durant la discussion. Au début, il fut tenté de se vanter parce que ses inquiétudes s'étaient avérées justes. Mais il comprit tout de suite qu'ici ce n'était plus la réaction appropriée. Alors il s'excusa aussi de ne pas avoir mieux géré la situation. Bientôt, ils se mirent à plaisanter pour savoir qui était le plus fautif. Le bruit réveilla Dino. Le petit a rampé jusqu'à sa mère et a prononcé un mot. Maman la fille fut remplie de bonheur. Elle avait enfin entendu les premiers mots de son fils. La surprise fut plus grande quand elle découvrit la vérité. Il lui avait appris à dire maman, sachant combien cela comptait pour elle. Pendant ce temps, Ber et Helga aidaient à nettoyer après la fête. Les chiens se chargèrent d'enterrer les objets utilisés pendant la cérémonie d'anniversaire. Avec l'arrivée de l'hiver, la fille commença à remarquer qu'il se passait quelque chose d'étrange avec lui. Il semblait préoccupé par quelque chose. Il était tellement distrait qu'un jour, il lui donna une pomme alors qu'elle lui avait demandé autre chose. La fille pensa qu'il était juste fatigué. Elle lui rendit la pomme et demanda de la laver pour que Dino la mange plus tard. Un peu après, elle alla le chercher. À sa surprise, elle le vit utiliser la machine à laver pour laver les pommes, confirmant un problème. Intriguée, elle appela Ber pour observer le dragon. Après avoir analysé la situation, la liche arriva à un diagnostic inattendu. Il souffrait de dépression du père au foyer. Plus tard, les deux démons observèrent Dino pendant qu'il jouait. Il restait obsédé par une seule chose. L'enfant grandissait beaucoup trop lentement. La fille les interrompit pour annoncer que le dîner était prêt. Elle avait préparé tous les plats préférés du dragon, mais il n'y prêta presque aucune attention. Il n'avait pas d'appétit et quitta la table. La fille refusa de croire qu'un des gardiens du roi démon pouvait être déprimé. Cependant, Ber avait rassemblé des preuves. Finalement, il la convainquit de l'observer en secret. C'est alors qu'ils découvrirent ce qui le préoccupait vraiment. Il avait une liste de toutes les compétences et étapes de croissance qu'il espérait que Dino atteigne. Il les rayait une à une. Le problème, c'était que l'enfant n'en avait encore accompli que très peu. Et plus il consultait la liste, plus il se sentait déprimé. La situation s'est aggravée lorsqu'il a essayé de réduire ses attentes, même avec des objectifs plus modestes.
Dino restait en dessous de ce qu'il espérait. Cette nuit-là, Dino se réveilla, effrayé par l'obscurité, et s'accrocha à Bear. La fille trouva amusant que son fils n'ait pas peur de serrer un squelette démoniaque. Bear alluma les lumières et Dino sourit. La fille, en voyant la scène, sentit de la chaleur dans son cœur. Un instant, il semblait une vraie famille. Bear, si inquiet, donna envie à la fille de l'aider. Cependant, peu après, elle découvrit Leash en train d'essayer d'entraîner Dino avec l'épée sacrée. Scandalisée, elle retira l'arme des mains de l'enfant. C'était bien trop dangereux. Bear fit remarquer qu'il trouvait étrange que le temple du dieu de la lumière n'ait toujours envoyé personne pour récupérer l'épée. La fille resta silencieuse quelques secondes. Finalement, elle admit la vérité. Elle ne leur avait jamais annoncé la mort du héros, ni révélé l'emplacement de l'épée sacrée. Pendant ce temps, très loin de là, au temple du dieu de la lumière, une autre conversation avait lieu. Le moine sans forme informa le grand prêtre d'une situation préoccupante. 2 ans s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'ils avaient reçu un signe provenant de l'épée sacrée. Le vieux prêtre arriva rapidement à une conclusion. Les rumeurs étaient probablement vraies. Le héros avait été vaincu par le dragon. Après avoir réfléchi un instant, il autorisa le moine sans forme à récupérer l'épée. Cependant, il lui imposa une condition. S'il apprenait la mort du moine sans nom, il ne devrait pas chercher à se venger. Sans forme, il fronça les sourcils, manifestement furieux à l'idée que son compagnon ait péri. L'expression de son visage montrait clairement qu'il comptait ignorer complètement cet ordre, et que s'il trouvait le responsable, la vengeance serait inévitable. Le moine sans forme partit accompagné d'un groupe de jeunes moines. Sa première étape fut de retrouver Nevi, un prêtre du salon errant. Nevi était le porteur de la boussole sacrée, l'un des artefacts divins offerts par les dieux. Après avoir entendu ce qui se passait, il accepta immédiatement d'aider à localiser l'épée sacrée. La boussole trouva rapidement la cible. Cependant, Nevi insista pour qu'il suive l'itinéraire qu'il recommandait. Sans forme, il regretta presque instantanément d'avoir accepté. Le prêtre les mena par le chemin le plus beau et pittoresque possible. Malheureusement, c'était aussi le plus long, le plus compliqué et le plus épuisant. Après un long voyage, ils atteignirent enfin la première étape vers le château du roi démon, où ils firent une découverte inattendue. L'endroit était complètement abandonné. Les moines les plus jeunes pensaient que le groupe du héros avait vaincu le dragon et poursuivi sa route, mais leurs illusions se sont effondrées lorsque Nevi a vérifié à nouveau la boussole. L'épée sacrée était dans la direction opposée. Ils poursuivirent leurs recherches jusqu'à une tombe. En lisant le nom sur la pierre tombale, il resta paralysé. C'était la tombe de son compagnon, le moine sans nom. Les souvenirs lui revinrent aussitôt. Autrefois, il avait essayé de le convaincre de ne pas rejoindre le groupe du héros. Sans nom était déjà âgé et n'avait plus la force d'autrefois. Pourtant, il avait insisté pour accomplir son devoir jusqu'au bout. Maintenant, face à sa tombe, sans forme, tremblait de rage. Il voulait seulement retrouver l'épée et découvrir qui était responsable. Grâce à la boussole, ils localisèrent rapidement la maison où elle se trouvait. Ils entrèrent et fouillèrent chaque recoin. Les jeunes moines confirmèrent qu'elle était vide. L'un d'eux découvrit l'épée sacrée accrochée au mur comme une simple décoration. Cela fit éclater sans forme en sanglots en se rappelant son ami tombé. Lors de l'inspection, ils trouvèrent aussi sa lance. Cela renforça une terrible conclusion. Ils crurent que le dragon avait anéanti tout le groupe du héros. L'un des moines vétérans se rappela alors les ordres du grand prêtre. La mission était de récupérer l'épée sacrée et de revenir, rien de plus. Mais sans forme ne pensait plus clairement. La colère avait pris le dessus. Il ordonna à Nevi d'utiliser la boussole pour trouver le dragon, et cette fois, il exigea l'itinéraire le plus court possible. Pendant ce temps, la famille particulière était partie en excursion à la montagne. La fille espérait qu'un changement d'environnement l'aiderait à se remettre émotionnellement. Pendant le voyage, ils traversèrent un village où humains et démons vivaient en paix. Cette vision fut étrangement réconfortante. Il restait cependant inquiet pour Dino. Il redoutait que le froid le rende malade, mais tous lui assurèrent qu'il irait bien une fois arrivé au campement. Le dragon fut émerveillé par le paysage, puis il remarqua quelque chose. Cela faisait très longtemps qu'il n'était pas vraiment sorti de la maison. La fille profita de l'occasion pour l'aider à se détendre. Il lui lança une boule de neige. Peu après, ils participèrent tous les deux à une guerre intense et pendant qu'ils jouaient, Bear et Dino construisaient des bonhommes de neige. Ils ont même créé plusieurs figurines représentant toute la famille. Au fil des heures, la nuit est tombée et Dino est redevenu nerveux à cause de l'obscurité. Bear utilisa la magie pour allumer une branche et la transformer en une sorte de torche improvisée. L'enfant l'agita joyeusement puis fit quelque chose d'inattendu. Il imita la technique de la lance du dragon ascendant. Il était complètement excité. Il sauta immédiatement, prit une autre branche et commença à exécuter la technique avec lui. Cela suffisait pour que tout le monde comprenne une chose. Le dragon avait retrouvé le moral. La preuve définitive arriva pendant le dîner. Il dévora toute la nourriture avec un appétit féroce. Une attitude qu'il n'avait pas eue depuis longtemps.
Une fois le campement installé, il remercia sincèrement tous ceux qui l'avaient aidé à se sentir mieux. Il comprit que pour enseigner des techniques de combat à un enfant aussi jeune, il devrait transformer l'apprentissage en jeu de rôle. Il allait présenter sa nouvelle idée quand un événement inattendu survint. Les moines les retrouvèrent et attaquèrent sans prévenir. Elibert bloqua facilement l'attaque des éclairs. Sans forme, il ne perdit pas de temps et ordonna immédiatement l'élimination des démons. Les moines les plus jeunes se lancèrent à l'attaque au corps à corps. Cependant, il les intercepta sans difficulté et finit par tous les maîtriser avec une puissante clé d'étranglement. Lorsque la neige soulevée par le combat retomba enfin, le dragon exigea des explications. Il voulait savoir qui ils étaient et pourquoi ils l'avaient attaqué sans avertissement préalable. Pendant ce temps, la fille s'était réfugiée derrière la tente avec Dino. Elle reconnut les habitudes et les techniques des assaillants. C'étaient des moines du temple. C'est pourquoi elle lui ordonna de ne tuer aucun d'entre eux. Cet ordre obligea le dragon à relâcher sa prise. Les moines profitèrent de l'occasion pour s'échapper. Il protesta immédiatement. Il ne comprenait pas pourquoi ils devaient se retenir alors qu'ils avaient commencé à se battre, mais la fille expliqua qu'elle ne voulait pas que Dino voie mourir quelqu'un. Ver approuva. De plus, il avait aussi des raisons personnelles d'éviter les ennuis. Il voulait encore garder sa place dans la maison. Il essaya d'utiliser la téléportation pour sortir tout le monde de cette situation, mais le sort échoua. Après avoir analysé l'environnement, il conclut que les moines utilisaient de la magie divine de suppression. C'est alors que les personnes présentes en furent surprises. Sin Sinforma sortit l'épée sacrée. À ses côtés apparut également la pierre d'énergie qui l'accompagnait. L'un des moines vétérans utilisa les deux artefacts pour ériger une barrière spéciale. À l'intérieur de celle-ci, le pouvoir du roi démon était complètement bloqué. Sin Sinforma a clairement exprimé ses intentions. Il n'était pas venu pour l'épée, mais pour se venger. Il tenta de lui expliquer la vérité. Il lui dit que le ninja avait causé la mort du moine sans nom. Sin Sinforma se mit à trembler, les larmes aux yeux, incapable de croire ses paroles. C'est pourquoi il décida d'affronter personnellement le dragon. Au même moment, le jeune moine qui contrôlait une bête invoquée libéra son familier contre les démons. Les autres profitèrent de la distraction pour activer divers artefacts sacrés. Il subit quelques dégâts pendant l'offensive, mais il réussit à briser les liens qui tentaient de l'immobiliser. Verbertambian repoussa l'attaque de la créature invoquée, puis lança la contre-attaque. Il utilisa la magie élémentaire pour détruire la neige sous les pieds des combattants. Le sol céda immédiatement. L'un des moines répondit en utilisant un bâton capable de changer de taille. Il augmenta ses dimensions jusqu'à le rendre gigantesque et asséna un coup dévastateur sur le dragon. Il l'arrêta en utilisant uniquement ses mains nues. Pendant qu'il luttait, il se rappela quelque chose d'important. Si lui ou Ber était vaincu par quelqu'un d'autre que le héros, le roi démon punirait leurs âmes. Il n'avait aucune intention de subir ce sort, alors il libéra toute sa force. Ses muscles se sont développés et il a commencé à repousser le gigantesque bâton. Le moine a encore augmenté la pression. Il a finalement réussi à le faire tomber. La collision a provoqué une avalanche de neige qui a dévasté le campement. Lorsque le chaos s'est dissipé, les moines ont découvert la fille et Dino cachés parmi les décombres. Ils ont vite tiré une mauvaise conclusion, pensant que les démons les retenaient. La fille n'a pas été impressionnée quand ils ont promis de les sauver. Pendant ce temps, Dino observait la destruction du campement. Le petit s'est mis à pleurer. À ce moment-là, une idée a surgi dans l'esprit de la fille. Cela pourrait être l'occasion parfaite de séparer Dino des démons qui insistaient pour en faire un futur guerrier destiné à combattre le roi démon. Il a pris une décision douloureuse. En utilisant l'autorité que lui conférait le contrat, elle lui ordonna de l'attaquer. De cette façon, aux yeux des moines, le dragon apparaîtrait comme le méchant. Comme ils s'y attendaient, les moines réagirent immédiatement. Ils se placèrent devant elle pour la protéger. Ensuite, ils lui donnèrent une chance de s'échapper avec Dino. Ver comprit ce qui se passait. Avant que la fille parte, il ordonna à Noir de la suivre et de la protéger. La fille remercia Sin Sinforma pour son aide. En s'éloignant avec son fils, d'innombrables souvenirs lui traversèrent l'esprit. Les jours partagés avec lui, les repas en famille, les disputes absurdes, les discussions, les rires, tous les moments heureux qu'ils avaient vécus ensemble. Pourtant, elle se força à continuer d'avancer, se convainquant encore et encore que c'était la bonne décision, même si une partie de son cœur ne cessait de le remettre en question. Il resta immobile. Alors qu'une pluie d'attaques s'abattait sur lui, il se contenta de se protéger. Pourtant, à l'intérieur, la colère ne cessait de grandir. Il était furieux parce que la fille avait emmené Dino. À ce moment-là, il commença à maudire tous les humains, les traitant de traîtres et d'hypocrites. Il voulut en finir avec les moines sur le champ, mais le contrat l'en empêchait encore. Ver intervint rapidement et lui rappela que tout ce qu'ils avaient fait depuis le début avait été pour le roi démon. Même élever Dino faisait partie de cet objectif. Ces paroles réussirent à calmer le dragon.
Une fois qu'il eut retrouvé son calme, les deux démons unirent leurs forces. Ver utilisa sa magie pour rassembler les jeunes moines sur l'énorme bâton sacré. Ensuite, il gela la zone pour les immobiliser avec un sourire. Il lui a suggéré d'utiliser l'énorme bâton comme une lance. Tous deux ont soulevé la gigantesque arme et l'ont écrasée contre le sol. Heureusement pour les moines, Nevi a réagi à temps. En utilisant sa magie de transport, il les a téléportés avant qu'ils ne subissent de graves blessures. Les moines se sont réorganisés et ont préparé une dernière attaque commune. Au moment où ils allaient recombattre, un événement inattendu s'est produit. Laffy est revenu. Profitant de la confusion, il a assommé Nevi et le moine vétéran qui maintenait la barrière sacrée active. Celle-ci a disparu immédiatement. Avec elle, la suppression divine a également disparu. Lui et Ver ont retrouvé toute leur force, puis Laffy a lancé quelque chose vers le dragon. C'était sa lance. Il l'a attrapé en plein vol et a utilisé l'arme pour vaincre rapidement les moines restants qui tentèrent d'attaquer. Sans forme a observé toute la scène sans parvenir à la comprendre. Parce que Laffy aidait les démons. Elle perdit patience, le traita d'idiot et lui rappela qui elle était. Elle expliqua qu'elle avait accompagné le héros lors de sa visite au temple pour obtenir l'épée sacrée. Finalement, le moine se souvint d'elle. Laffy en profita pour lui répéter qu'il n'avait pas tué le moine sans nom, mais sans forme continuait de refuser de le croire. Convaincu que les démons l'avaient corrompu, il rejeta toutes ses explications. Laffy se lassa d'essayer de le raisonner. Il renonça simplement à le convaincre. Quand Sans Forme vit qu'il était sur le point d'en finir avec ses disciples, il courut pour les protéger. Il tenta d'abord d'affronter le dragon, cependant, il comprit vite qu'il n'avait aucune chance de le vaincre. Désespéré, il tomba à genoux et supplia pour la vie des jeunes moines. Il offrit même sa propre vie en échange. Il garda le silence quelques secondes, puis accepta finalement. Il pardonnerait aux moines, mais il posa une condition claire. L'épée sacrée resterait en sa possession. Avant de les laisser partir, il leur lança un défi. Il les encouragea à revenir quand ils seraient les plus forts. Ils continueraient d'attendre en tant que premier des 4 gardiens du roi démon. Après l'affrontement, le groupe entreprit le retour à la maison. En chemin, il posa une question à Laffy. Il voulait savoir pourquoi elle était revenue. Après tout, elle avait eu l'occasion parfaite de s'enfuir. La réponse surprit le dragon. Laffy lui dit que Dino le voyait déjà comme un père et qu'elle ne pouvait pas laisser son fils le perdre encore. Puis, elle confia un élément de son passé. Elle avait grandi dans une ville où humains et démons coexistaient pacifiquement. Son père adoptif avait donné sa vie pour protéger cet endroit. Maintenant, elle comprenait parfaitement ce qu'il avait ressenti. Car avec le temps, lui et Ver étaient aussi devenus sa famille. Touchée par ses sentiments, elle prit une décision importante. Elle le libéra officiellement du contrat qui l'obligeait à lui obéir. Elle voulait qu'il recommence, cette fois en tant qu'égaux. Il accepta. Tous deux scellèrent le nouvel accord en se serrant la main. Cela marqua le début d'une nouvelle étape pour tous. Peu après, ils quittèrent la maison de la forêt. Le service de soins de Laffy était la principale source de revenus de la guilde. Grâce à cela, ils pouvaient se permettre un logement bien meilleur en ville. Avant de partir, la famille particulière fit ses adieux à Helga. La vieille femme essaya de le cacher, mais elle était clairement triste de les voir partir. Après tout, ils étaient devenus une partie importante de sa vie. Avec des larmes, des sourires et de nombreuses promesses de revenir la voir, le groupe prit la route vers son nouveau foyer. C'est ainsi qu'un nouveau chapitre commença pour cette étrange famille, composée d'une magicienne, d'un dragon démoniaque, d'une sangsue et d'un petit garçon destiné à changer l'avenir du monde. Cependant, c'est sur cette fin, plutôt joyeuse, que se termine cet anime que j'espère que vous avez apprécié, autant que j'ai aimé réaliser cette vidéo. En vérité, ces vidéos plus longues expliquent mieux toutes les intrigues secondaires de l'histoire, et je vois que cela vous plaît beaucoup. Donc, pour des vidéos plus longues, un objectif de 2500 likes, et je vous préparerai ce résumé dès que possible. De mon côté, c'est tout. J'espère que vous appréciez toujours ces vidéos, et comme l'a dit mon père, je vous abandonne.